Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter avec Aurélien Rousseau et Thomas Cazenave ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Les sujets que je porte au ministère des Solidarités et des Familles sont au cœur des besoins essentiels de nos concitoyens et donc du nécessaire renforcement de nos services publics. Il s'agit de nos familles, de nos enfants, de la réponse à leurs besoins, à leur épanouissement et à leur développement. Il est de notre responsabilité absolue de lutter contre la baisse structurelle de la natalité et donc de renforcer l'accompagnement à toutes les familles en cohérence avec une conception universelle de la politique familiale. La politique familiale ne saurait devenir une politique de redistribution ou de correction des inégalités. Elle est d'abord une politique qui appuie et qui soutient toutes les familles dans le respect de leurs choix. Il s'agit aussi de nos aînés, de nos parents et du soutien à leur autonomie. Nous faisons ainsi grandir la branche autonomie pour relever le défi démographique qui est devant nous. Soutenir toutes les familles, c'est évidemment soutenir tous les âges de la vie. Il s'agit encore des personnes en situation de handicap pour leur assurer tout simplement une vie comme les autres, parmi les autres, pour que le droit commun s'applique à tous. Nous créons, d'ici 2030, 50 000 solutions pour garantir l'inclusion et la participation des personnes en situation de handicap à toutes les étapes de leur vie. Les familles d'abord. Elles sont, dans toute leur diversité, le premier maillon de notre société, le creuset des apprentissages fondamentaux, de la vie collective et de l'expression des solidarités. Le retour du terme « famille » dans la dénomination du ministère n'est d'ailleurs pas un hasard, c'est la réaffirmation d'une priorité de nos politiques publiques. Je souhaite m'inscrire dans la lignée de ce choix fort que notre pays a fait après la guerre, aider toutes les familles et s'en donner les moyens. La branche famille, cher Paul Christophe, consacre, comme vous le savez, plus de 50 milliards d'euros chaque année à cet objectif, avec une hausse du budget de 2 milliards d'euros en 2024 et une trajectoire qui atteindra 63 milliards d'euros de dépenses en 2027, notamment avec la mise en place du complément de mode de garde pour toutes les familles monoparentales. Pour mettre en œuvre concrètement cette politique familiale, le PLFSS intègre à la fois des aides monétaires, comme l'aide de soutien aux familles, c'est-à-dire la pension alimentaire minimale, que nous avons revalorisée, augmentée de 50% l'année dernière, mais aussi de nouveaux moyens pour renforcer les services aux familles, simplifier leur vie et mieux répondre à leurs besoins en respectant leurs choix. En 2024, les moyens consacrés à la politique familiale augmenteront, notamment pour mettre en œuvre le chantier du service public de la petite enfance, qui vise à garantir à tout parent l'accès à une solution d'accueil et de qualité en toute sécurité pour leur enfant, en crèche, chez une assistante maternelle, proche de chez eux et financièrement accessible. Et je remercie le compromis qui a été trouvé en commission mixte paritaire par les parlementaires et notamment la rapporteure Christine Le Nabour. En tout, ce sont 6 milliards d'euros qui seront consacrés à ce service public jusqu'en 2027 pour revaloriser les professionnels de la petite enfance, soutenir l'investissement et le fonctionnement des crèches et engager la dynamique d'ouverture des 200 000 solutions d'accueil manquantes aujourd'hui, que ce soit en accueil collectif ou en accueil individuel. Au total, la trajectoire de la branche famille atteindra donc, comme je l'ai dit, 63 milliards d'euros de dépenses en 2027, en ajoutant le financement du complément mode de garde pour toutes les familles monoparentales jusqu'aux 11 ans révolus de l'enfant à partir de l'année prochaine. Je m'assurerai que ces moyens soient dépensés efficacement, c'est-à-dire au service de la qualité de la prise en charge de nos enfants et de la sécurité de nos enfants. Pas un seul des 200 millions d'euros dédiés chaque année à partir du 1er janvier 2024 à la revalorisation des professionnels n'ira aux structures qui ne tiendraient pas leurs engagements pris pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la petite enfance. Ce qui veut dire revalorisation des grilles des bas salaires, formation, reprise de l'ancienneté, en clair, enfin, assumer que ces métiers sont des métiers essentiels. Je n'ignore pas l'écart grandissant entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants mis au monde chaque année dans chaque famille, avec une natalité en baisse tendancielle depuis 10 ans. Le service public de la petite enfance est un premier élément de réponse. Mais nous devons aller bien au-delà, en levant les tabous, notamment le sujet de l'infertilité, travaux que nous lançons avec le ministre de la Santé et de la Prévention. En laissant aussi plus de liberté et de choix aux familles, avec la réforme du congé parental sur laquelle je me suis engagée. Et je mènerai dès demain une concertation avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales en écho aux engagements de la Première ministre de la semaine dernière.
Notre engagement est qu'il évolue vers une période d'interruption choisie, mieux rémunérée et partagée entre les parents. Devenir parent ne doit jamais être un frein, ni un frein à la vie professionnelle, ni un frein à la vie sociale, et c'est évidemment en cela que nous devons travailler. Nous avons la responsabilité collective de permettre à toutes les familles de choisir librement et réellement leur organisation familiale et la manière avec laquelle elles concilient leur vie, quelle que soit la configuration familiale. Les solidarités et la famille, c'est évidemment tout au long de la vie. C'est pour ça que plus que jamais, l'autonomie est au cœur de l'action de mon ministère. Au cœur des solidarités d'une part, parce que derrière la question de l'autonomie se cache la prise en compte de toutes les fragilités et l'exigence de garantir effectivement les droits de chacun et d'assurer la pleine participation à la vie collective. Au cœur des familles, évidemment, d'autre part, parce que toutes les familles sont concernées par la perte d'autonomie d'un enfant, d'un conjoint, d'une mère, d'un grand-père, et qu'il est de notre devoir d'accompagner ces familles et plus particulièrement de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Au cœur de mon action donc, parce que je suis convaincue que c'est collectivement que nous ferons face aux défis démographiques en adaptant dès maintenant notre société au vieillissement. 2 chiffres. En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. En cohérence donc avec cette nécessité d'adaptation, l'objectif global de dépenses qui finance, vous le savez, nos établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap augmentera de 4 % en 2024, soit bien plus que les 2,6 % d'inflation anticipée. Cette hausse importante des moyens traduit le respect de nos engagements envers les familles et les professionnels du secteur. Ces engagements, vous les connaissez, je l'ai dit, je crois profondément au libre choix des individus et le premier choix des Français, c'est d'abord de pouvoir vieillir chez eux. C'est pour répondre à cette volonté que nous avons entrepris le virage domiciliaire et que nous mettrons en œuvre dès 2024 ma prime Adapt, une nouvelle aide financière pour adapter le logement et surtout pour prévenir aussi la perte d'autonomie. Avec les moyens du PLFSS 2024, nous allons également poursuivre le développement de nouveaux centres de ressources territoriaux pour enfin décloisonner les interventions auprès des personnes âgées à domicile et simplifier leurs démarches. Ces centres de ressources s'inscrivent évidemment dans la dynamique du service public départemental de l'autonomie qui devra permettre d'avoir enfin un guichet unique, humain, physique, pour mettre fin au parcours du combattant, voire parfois d'errance, des personnes directement concernées, mais aussi de leurs familles. Ce projet d'humanisation et de simplification de nos services publics, très ancré au cœur des territoires, a commencé à se concrétiser. J'ai adressé l'appel à manifestation d'intérêt dès cette rentrée aux conseils départementaux pour sélectionner les premiers départements pilotes. Dans le prolongement des réformes structurelles que nous menons pour développer et accompagner les services à domicile, des moyens supplémentaires sont dédiés à cette montée en charge. Je pense notamment à l'instauration évidemment du tarif plancher de l'aide à domicile, à 22 € en 2022, à 23 € en 2023 et qui sera indexé indirectement sur l'inflation dès l'année prochaine. La création d'une dotation complémentaire de 3 €, dit bonus qualité, pour garantir l'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager. La création de 25 000 nouvelles places SIAD d'ici 2030, afin qu'ils offrent un accompagnement adapté à toutes les personnes en perte d'autonomie, surtout les plus vulnérables. Enfin, les 2 heures supplémentaires par semaine dédiées à l'accompagnement à la lutte contre l'isolement social pour les bénéficiaires de l'APA, qui s'appliquera dès le 1er janvier 2024. Nous irons plus loin la semaine du 20 novembre dans le cadre de l'examen de la proposition de loi Bien vieillir et je tiens à saluer l'engagement des 2 rapporteurs, Annie Vidal et Laurence Cristol. Ce texte permettra des avancées très concrètes pour les aides à domicile, grâce notamment à la carte professionnelle, à la création d'un fonds de soutien à la mobilité, pour qu'enfin elle n'ait plus à payer pour avoir le droit de travailler. L'apport déterminant de ces femmes, car à 99 % ce sont des femmes, c'est le métier le plus féminisé de notre pays, à notre société, n'est évidemment plus approuvé. Et pourtant, ces travailleuses de première ligne sont parmi les plus mésestimées du secteur médico-social. Nous devons donc continuer à mieux reconnaître et mieux valoriser ces métiers, car c'est tout simplement une question de dignité et une question de justice. Je veux remercier la mobilisation de longue date de Daphna Mouchenik et de Myriam El Khomri qui ont mené un travail remarquable dans le cadre du Conseil national de la refondation Bien vieillir, ainsi que les travaux évidemment parlementaires de Caroline Janvier ou d'Astrid Panosyan-Bouvet notamment, très mobilisés sur ces enjeux.
Parce que je souhaite que nous proposions enfin un véritable parcours résidentiel. Mickaël Cosson est l'un des promoteurs de ces sujets. Adaptés donc aux besoins et aux envies de nos concitoyens, nous devons développer sur l'ensemble de notre territoire des structures d'habitat intermédiaire qui aujourd'hui manquent cruellement. Il y a le virage domiciliaire, il y a nos EHPAD, mais il y a évidemment tout ce parcours que nous devons créer. Et en faveur du développement de l'habitat inclusif, nous allouerons dès 2023 et 2024 plusieurs millions d'euros aux conseils départementaux pour permettre cette montée en charge. Nous devrons aller bien au-delà pour garantir ces logiques de parcours. D'abord, pour consolider et assurer la qualité de l'offre d'accompagnement des personnes âgées en établissement, vous le savez, le PLFSS 2024 concrétise une nouvelle étape dans notre engagement de 50 000 postes supplémentaires dans les EHPAD. C'était 3 000 postes en 2023, ce sera 6 000 postes en 2024 de soignants supplémentaires. Recruter, ce n'est pas qu'une question de hausse des moyens, même si c'est bien de les garantir, c'est aussi une question d'attractivité. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas en un jour. C'est pour cela que j'ai obtenu que les infirmiers et les aides-soignants en EHPAD public bénéficient de la même mesure de revalorisation pour le travail de nuit et les jours fériés que leurs collègues dans les établissements publics sanitaires. C'est pour cela que j'ai pu annoncer aussi aujourd'hui son extension au secteur privé non lucratif, parce qu'il faut encore une fois que sanitaire et médico-social avancent de pair. Enfin, évidemment, je n'ignore pas les difficultés financières d'un grand nombre de nos EHPAD partout sur notre territoire. En plus des mesures de compensation de l'inflation de 2023 et 2024, nous avons mis, vous le savez, en place un fonds d'urgence exceptionnel de 100 millions d'euros annoncé avec la Première ministre cet été. Ce fonds, il est d'ailleurs la suite très concrète du rapport remis au gouvernement par la députée Christine Pires-Beaune. Ces moyens seront utilisés en 2023 dans le cadre de commissions départementales qui ont toutes été installées depuis la fin du mois de septembre, dédiées au suivi par les agences régionales de santé, par les DDFiP, en étroite collaboration et coordination avec les conseils départementaux et avec les élus locaux et les acteurs locaux de chaque secteur. Ces commissions, elles ont vocation surtout à être pérennes, au-delà de débloquer ce fonds d'urgence, parce que nous devons pouvoir avoir une cartographie des établissements et des services d'aide à domicile, département par département, établissement par établissement, service d'aide à domicile par service d'aide à domicile. À plus long terme, vous le savez, le PLFSS prévoit une mesure structurante à partir de 2025, la possibilité de fusion entre les sections soins et les sections dépendance. La quasi-totalité des groupes avait déposé dans le cadre de la proposition Bien vieillir cette possibilité. Nous la concrétisons dès maintenant dans le cadre de ce PLFSS. Pour les départements qui le souhaitent, en lien avec les besoins de soins qui sont croissants des résidents, nous le savons, la sécurité sociale financera ainsi la section dépendance des EHPAD. Cette simplification du financement et l'assurance donc de son équité territoriale, de sa soutenabilité sont primordiales, alors que nous savons tous ici la situation, encore une fois, de nos établissements. Je souhaite enfin pouvoir avancer sur la question majeure de la réforme des fonds de concours des départements. Je réunis dès ce jeudi le comité des financeurs, c'est-à-dire les départements, vous le savez, la CNSA, pour garantir que ça puisse être possible. Parce que nous devons cesser cet empilement des fonds de concours. En gros, chaque nouvelle politique publique a donné lieu à un nouveau fonds de concours qui fait que nous avons tous perdu en efficacité et en lisibilité. Nous devons donc engager ce chantier sans tabou, avec un horizon réaliste pour le PLFSS 2025. Au-delà, nous le savons, l'enjeu de l'adaptation de notre société au vieillissement, elle ne concerne pas uniquement les secteurs médico-sociaux ou sanitaires, c'est bien toute notre société qui doit sortir d'une forme de déni individuel et collectif sur le sujet. C'est la raison pour laquelle je présenterai en interministériel ce plan d'adaptation et cette feuille de route le 17 novembre prochain. Enfin, ce PLFSS, c'est aussi un texte de mise en œuvre de nos engagements concernant le handicap, notamment ceux annoncés par le président de la République directement lors de la dernière conférence nationale du handicap. Nous concrétisons une première année du déploiement des 50 000 nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Et je parle volontairement de solutions au pluriel, parce que nous devons veiller toujours à répondre aux besoins et dans toute leur diversité des familles et des personnes directement concernées. Une inclusion qui ne soit pas donc unisolution pour garantir par exemple à chaque enfant le droit à la scolarité, y compris en institut médico-éducatif. On ne peut plus avoir des enfants qui ont droit à une demi-matinée de cours par semaine. Assurer une prise en charge adaptée aux enfants en situation de handicap, placés aussi à l'aide sociale à l'enfance et qui doivent devenir notre priorité collective. Notre priorité est donc de faire en sorte que les 10 000 adultes qui sont aujourd'hui maintenus en établissement pour enfants
au titre, vous le savez, des amendements Creton, puissent enfin en sortir. C'est une question de dignité que nous devons aux personnes handicapées. Nous créerons à cette fin avec les départements les solutions qui respectent leur volonté, qui respectent celle des familles, permettant ainsi de libérer près de 15% des places existantes dans les IME. Sur le handicap toujours, nous engageons une mesure clé pour 2025, la création d'un véritable service public de repérage, d'orientation, de prise en charge unifiée de toutes les situations de handicap pour les enfants de 0 à 6 ans. Il s'agit, depuis les services de néonatalité jusqu'au sein même de l'école, en passant par les pédiatres, les services de PMI, d'orienter vers ce service les enfants et les parents le plus tôt possible pour éviter toute perte de chance de nos enfants. Enfin, nous facilitons également la vie des personnes en situation de handicap en améliorant leur pouvoir d'achat. Pour cela, nous supprimons le reste à charge lors de l'achat d'un fauteuil roulant. Concrètement, c'est une prise en charge à 100%. Actuellement, 90% des acquéreurs d'un fauteuil roulant manuel n'ont aucun reste à charge, mais cette situation est beaucoup moins vraie pour ceux qui ont besoin d'un fauteuil roulant électrique. Près de 60 000 Français doivent ainsi débourser plus de 5 000 € pour leur fauteuil. Et pour certains modèles très spécifiques, ce reste à charge peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous avons donc engagé les discussions avec tous les constructeurs, alertés aussi par le député Sébastien Pétavy, pour garantir que ce soit bien tous les fauteuils, tous, qui soient remboursés à 100%. C'est l'engagement pris par le président de la République et qui sera respecté. Nous y veillerons très minutieusement avec Fadila Khattabi. Les progrès que j'ai évoqués pour accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap ne sont possibles que parce qu'à partir du 1er janvier 2024, vous le savez, 0,15 points de la contribution sociale généralisée, soit 2,6 milliards d'euros, viendront abonder les ressources de la 5e branche dont nous avions voté ici la création. J'en veux pour preuve que nous consommons la moitié de ce surplus dès 2024 et que la trajectoire de dépenses le consomme quasiment intégralement d'ici 2027. Très concrètement, ces ressources supplémentaires permettront de financer à cet horizon la totalité des coûts pour les réformes du tarif plancher, de la dotation qualité, des renforts de personnel en EHPAD et près de la moitié des 50 000 solutions de la Conférence nationale du handicap. Pris connaissance aussi évidemment avec attention de vos propositions d'amendements, majorité comme opposition. Je souhaite que le texte en intègre plusieurs, dont ceux qui s'inscrivent dans le prolongement de la nouvelle stratégie pour les aidants que nous avons présentée avec Fadila Khattabi le 6 octobre dernier. Parce que nous devons mieux prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Être aidant, c'est une responsabilité envers ceux que l'on aime, mais c'est aussi une charge lourde, très lourde, physique et mentale pour les familles. Nous allons ainsi pouvoir prolonger, si vous le votez, l'expérimentation du dispositif relayage en 2024, auquel je sais les parlementaires, Paul Christophe notamment, Thibault Bazin, très engagés, en attendant une généralisation que je souhaite mettre en œuvre, étant donné l'utilité du dispositif pour offrir un répit aux aidants. Je prends également à mon compte la possibilité de cumuler l'allocation journalière du proche aidant pour chaque personne aidée, comme le proposent Servan Hugues et Paul Christophe. Toujours sur l'autonomie, et même si de nombreuses dispositions seront adaptées dans le cadre de la proposition de loi Bien vieillir, je souhaite d'ores et déjà saluer la proposition de développer l'accueil familial portée par Benoît Mournet. Cette solution, elle est encore trop peu connue, mais elle permet de proposer un accompagnement très proche du domicile et constitue un choix supplémentaire pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Enfin, dans la droite ligne de la politique des 1000 premiers jours et de mon souhait de porter une politique familiale la plus universelle possible pour toutes les familles, nous donnerons un avis favorable à l'amendement porté par Nicolas Turquois sur la prise en charge du congé paternité pour les agriculteurs, dont on sait que malheureusement trop peu aujourd'hui peuvent l'utiliser. Vous le voyez, ce texte porte des moyens en hausse à la hauteur de ce que nous devons en tant que société à toutes les familles qui demeurent plus que jamais, comme le disait déjà Simone Veil à cette même tribune il y a 30 ans, le symbole du bonheur quotidien, le ciment de notre cohésion nationale et le garant de la société de demain. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.